Eh bien, nous allons commencer, je crois qu'il est 29, mais ça me laisse le temps de vous souhaiter une bonne année, de vous remercier d'être venu si tôt dans l'année, puisque le 5 janvier n'est pas une date très facile, et le matin en plus pour se déplacer. Et nous abordons donc aujourd'hui la 5e année de ce que je voudrais appeler plutôt une enquête qu'un cours, une enquête qui est définie par le titre même de notre chaire du Collège de France, c'est pas philologie de la civilisation japonaise. C'est un terme assez difficile et j'ai constaté que plusieurs amis et collègues, même les mieux intentionnés, en général laissaient tomber l'un des termes, soit philologie, on présente ma chaire comme philologie japonaise ou bien la civilisation japonaise, mais pas philologie de la civilisation japonaise. Vous savez bien que c'est un titre un peu provocateur qui est destiné bien sûr à définir ce qui nous intéresse ici. Bon, civilisation ou culture, j'ai mis civilisation simplement par respect pour mon maître Bernard Franck, qui avait ici la première chaire de civilisation japonaise. Et l'orientation générale de cette enquête, n'est-ce pas, c'est que nous sommes partis d'une constatation qui se vérifie, quelle que soit l'époque de l'histoire japonaise. Il y a toujours au Japon une question de la langue qui s'est manifestée plus ou moins explicitement selon les âges, mais que l'on peut toujours retrouver sous les grands épisodes culturels, en particulier littéraires, et ceux qui nous intéressent en priorité dans ce cours. Alors, quelle est cette question de la langue ? Expression que je reprends bien sûr de l'histoire moderne de la Grèce. Il convient évidemment de la comprendre dans un sens fort différent du cas grec. Il ne s'agit pas, et pas seulement, de savoir si l'on doit écrire dans la langue classique ou la langue moderne, ce qui était la question grecque. Dans le cas du Japon, pays dont on peut dire que l'essentiel de la culture est d'origine continentale, c'est-à-dire chinoise, même quand elle a été médiatisée par la péninsule coréenne, cette question de la langue est issue de la relation, peut-être vaudrait-il mieux dire de la confrontation entre deux aires ethno-linguistiques. J'emploie un dessin, un terme qui puisse passer pour neutre, dont l'une est très nettement secondaire par comparaison avec l'autre, dans ses rapports historiques avec l'autre. Cette situation n'a rien d'original. Elle se retrouve dans toutes les cultures de l'Eurasie et probablement en de nombreux autres endroits du monde. La question de la langue en Grèce, telle qu'elle sévit en Grèce même à partir du XIXe siècle jusqu'en 1976, vous savez que c'est l'époque où elle a été résolue politiquement par la chute du régime ce qu'on appelait le régime des colonels. Cette question de la langue s'était posée auparavant dans l'Europe latine depuis des siècles, avec des périodes de paroxysme autour de la Renaissance, pour se résoudre au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Elle revient avec une acuité inouïe au long du XIXe siècle, avec la naissance des mouvements nationalistes européens, mais aussi dans d'autres pays de l'Orient et de l'Asie orientale. Elle est encore très vivante et loin d'être résolue dans les pays de langue arabe. Il y a donc des questions de la langue. Cela est évident. Mais malgré tout, la situation japonaise mérite que l'on s'y arrête plus longuement. Ne considérons ici donc que le cas de l'Asie orientale. Ceux qui suivent ce cours savent que nous préférons désigner le continuum culturel de cette région du monde par une expression qui a commencé à s'imposer au Japon au tout début de ce siècle, ce qu'on appelle le Kambun Bunkaken, la sphère culturelle du chinois classique. Rappelons qu'il s'agit pour l'époque actuelle de la zone qui englobe la Chine, la Corée, le Vietnam et le Japon. Les trois pays qui sont dans une situation de secondarité à l'égard de la culture chinoise ont sans aucun doute, de ce fait même, de nombreux points communs entre eux, qui sont très intéressants à étudier. Et les recherches récentes menées au Japon, mais aussi par certains chercheurs chinois, de Hong Kong notamment, les mettent de plus en plus clairement en évidence. Mais il y a un fait tout aussi indéniable, malgré ces points communs, et je le souligne sans autre intention que celle de rappeler l'évidence, nullement pour participer à un quelconque discours sur une singularité japonaise, puisque toutes les cultures sont singulières. Ce fait consiste en ce que la culture japonaise soit la seule de ces cultures que l'on pourrait appeler dérivées de la chinoise, à s'être posée non pas comme subordonnée à son modèle, mais comme égale à lui,
avant de s'enhardir ensuite jusqu'à prétendre à la supériorité. Mais il s'agit d'un développement plus tardif, que nous n'étudierons pas. Cette position de principe n'a pas été forcément exprimée explicitement comme telle dès le début de l'histoire japonaise. Mais la comparaison précisément avec les autres cultures secondaires d'Asie orientale montre une attitude particulière des Japonais à l'égard de leur langue, attitude qui fit ensuite l'objet d'énoncés plus explicites, mais qu'il est néanmoins possible de repérer très tôt dans les textes fondateurs de la tradition littéraire japonaise. Nous avons déjà plusieurs fois fait allusion au célèbre épisode du premier poème japonais de forme classique, le waka, qui est placé dans la bouche du dieu Susanoo no Mikoto et consigné dans les deux textes les plus anciens du Japon. Je n'y reviens pas, c'est le prototype du waka japonais. Nous en avons déjà plusieurs fois parlé. Il se caractérise déjà non seulement, ce waka, ce poème japonais, donc, par sa forme, qui restera immuable, je simplifie un peu les choses, n'est-ce pas, mais par les particularités aussi de son vocabulaire. Particularité dont la plus importante est qu'il exclut les mots chinois pour ne recourir qu'à des termes perçus comme purement japonais. Inutile de redire ici qu'il s'agit en instance d'une perception purement subjective. Les Japonais de l'époque n'ayant pas les moyens philologiques et linguistiques de déceler les emprunts chinois, non seulement chinois d'ailleurs, mais coréens et aïnous, qui se cachaient au cœur de leur vocabulaire, réputé le plus pur et archaïque. Mais ceci est une autre histoire, et qui nous donne l'occasion, en passant, de rappeler à quel point nous avons besoin d'un dictionnaire étymologique du japonais digne de ce nom. Il n'en existe pas. Il existe des dictionnaires étymologiques, mais aucun ne peut répondre à nos besoins. Il y a des projets qui se font et j'espère qu'ils aboutiront. Mais cet épisode donc, du poème de Susanoo no Mikoto, pour célèbre qu'il soit, n'est pas le seul témoignage de l'attention particulière dont la langue japonaise faisait l'objet dès l'époque la plus ancienne. Et je voudrais rapporter ici, en préambule, en quelque sorte, au cours de cette année, un autre épisode révélateur. Lors du colloque de rentrée du Collège de France, d'octobre dernier, consacré à la lumière, j'ai eu l'occasion de partir de l'une des scènes les plus connues de la mythologie japonaise, celle de l'occultation de la déesse solaire Amaterasu, Amaterasu no Mikoto, Amaterasu no Okami, qu'on appelle aussi parfois Hinokami, n'est-ce pas, la déesse du soleil, qui, gravement insultée par son frère Susanoo no Mikoto, toujours lui, n'est-ce pas, mais là c'est celui qui a fait le waka, c'est en quelque sorte la version repentie du personnage. Donc, insultée par Susanoo no Mikoto, elle se retire dans la grotte dite Ama no Iwato, vous trouverez, je mets les termes un peu plus loin, ou Iwaya selon les variantes, dont elle referme sur elle le lourd rocher qui sert de porte et de toponyme aussi, n'est-ce pas, Iwato, la porte rocheuse en quelque sorte. Elle prive ainsi les dieux de la lumière du soleil. Le Kojiki, la chronique des choses anciennes, comme il est parfois traduit, qui date de 712, donc le premier monument de la littérature, de la mythologie japonaise, donne la version la plus détaillée et la plus pittoresque du stratagème dont usèrent les dieux donc des autres dieux, qui sont déboussolés littéralement dans les ténèbres, puisque la déesse du soleil n'étant plus là, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de lumière dans le monde. Alors donc, ce pittoresque stratagème pour faire sortir la déesse lumineuse de son antre, grâce au spectacle coquin donc, de Ama no Uzume, ou de Ame no Uzume, n'est-ce pas, qui, en se dénudant progressivement, fait rire les divinités débonnaires, au goût somme toute assez simple, dont les rires suscitent la curiosité de la déesse du soleil. Vous voyez qu'elle va sortir Hosomeni Akete, n'est-ce pas, Iwato Hosomeni Akete, elle ouvre légèrement, elle entr'ouvre légèrement le rocher, et elle finit par sortir de la caverne, et les dieux s'assurent qu'elle ne pourra y remettre les pieds. C'est un thème très très répandu. Je vous en donne ici des versions modernes, vous voyez, pour vous montrer à quel point, enfin tout le monde connaît cette version au Japon, vous avez des versions de plus en plus modernisées, donc, et ça montre bien que c'est la version standard. Donc, comme mon propos était alors de traiter de la lumière, voici le vocabulaire, je ne me suis pas étendu sur les variantes de ce récit, dont quelques-unes concernent en revanche directement notre présente enquête. Il se trouve que cet épisode, ô combien fameux,
se trouve aussi relaté dans l'autre le grand monument littéraire du Japon classique, ce qu'on appelle les Annales du Japon, Nihon Shoki, qu'on traduisait parfois, dont la lecture japonisée était le Yamato-bumi de 720, contemporain, donc quasiment contemporain du Kojiki. Or, la narration qui est faite dans ce second ouvrage diffère en plusieurs points de la première, dont l'un des moindres n'est pas l'absence de l'épisode drôlatique du Kojiki. Il n'y a pas de striptease, en quelque sorte. Si nous avons bien Amano Uzume comme protagoniste et son baquet renversé, et d'ailleurs ce simple élément, vous savez, elle danse sur un baquet, je ne sais pas si vous l'avez vu, voilà, vous voyez, ici il est mieux représenté. Enfin, il est mieux représenté pour nos conceptions modernes, bien sûr. Donc ce simple élément, d'ailleurs, qui reste, donne à penser que les lettrés du Nihon Shoki ont édulcoré les détails, parce que ce baquet, ok, est un élément assez vulgaire, et donc qui va bien avec la danse du ventre, en quelque sorte, que fait Amano Uzume. On a enlevé la danse, mais on a gardé le baquet, ce qui montre bien que c'était un élément primordial. Donc il n'y a pas d'effeuillage dans le Nihon Shoki. En revanche, une tradition postérieure recueillie. Alors, bon, il y a aussi une autre tradition qui dit que la déesse aurait récité une comptine, n'est-ce pas? Une comptine au sens littéral, c'est-à-dire qu'elle aurait fait le décompte des nombres japonais traditionnels, shito, futa, mi, yo, itsu, mutsu, nana, yo, etc. etc. Je le mentionne ici simplement pour montrer que dans une des variantes, il y a déjà un acte de langue, n'est-ce pas, un koto waza en quelque sorte. Mais c'est un ajout postérieur qui est conservé dans le Kongo Shui de 807 et il n'y a pas lieu d'en faire état ici. Il est une variante en revanche sur laquelle il convient de nous arrêter. L'une des particularités du Nihon Shoki est qu'il ne se présente pas comme une narration uniformisée, lissée, en un récit continu, mais qu'il prend soin dans ses parties plus anciennes, concernant ce que nous appellerions la mythologie, de rapporter des variantes narratives provenant d'autres livres. Des livres dont il ne nous reste malheureusement plus de traces, si ce n'est peut-être le Kongo Shui, justement mentionné plus haut. Ce qui se présente comme une chronique du clan des Imbe, mais je ne reviens pas là-dessus. Donc ces narrations alternatives sont présentées dans le corps même du texte du Nihon Shoki, introduites par la formule que je vous donne ici, Issho ni Iwaku, n'est-ce pas, ou bien Shitobumi ni Iwaku, il est rapporté dans un livre. On sait que le Kojiki, antérieur, se présente comme la mise par écrit de la main du lettré Ono Yasumaro, donc mort en 723, de ce qu'un personnage du nom de Hieda no Are aurait mémorisé des anciennes traditions historiques. Comme on sait, l'opinion prédominante depuis l'époque d'Edo au moins est que Are serait une femme, peut-être une officiante de sanctuaire, une miko, dont le clan aurait pour ancêtre rien moins que Amano Uzume elle-même. Elle aurait appris par cœur tous les textes historiques. Je retiens la version féminine de Hieda no Are, n'est-ce pas? C'est celle qui est la plus connue et qui est la plus parlante, enfin, en fin de compte. Et elle se met en même temps dans une certaine tradition divine. Donc elle aurait appris par cœur tous les textes historiques accessibles à son époque, qui sont souvent appelés les teiki, n'est-ce pas, oui, c'est la dernière ligne, les teiki, les chroniques impériales, ou bien les kyuji, les anciens discours. Je suis désolé, je n'ai que les caractères simplifiés à mettre à votre disposition. C'est trop compliqué d'aller chercher les anciens. Donc, j'essaierai autant que possible de le faire, mais là, je n'ai pas eu le temps. Donc, elle aurait retenu par cœur ces textes ou traditions qui auraient abondé au 7e siècle et dont on ne connaît malheureusement presque rien. N'insistons pas sur ce qu'a de curieux, d'ailleurs, ce détour de l'écrit par l'oral, avant de revenir à l'écrit, des textes écrits qui auraient été mémorisés par Are et puis qui ensuite auraient été repris par écrit. Il se peut aussi que les kyuji étaient transmis oralement et que les teiki étaient aussi des lignées impériales apprises par cœur. Mais il est de toute façon aussi peu vraisemblable qu'une grande variété de traditions orales ait été maîtrisée par une seule personne. Les livres et ouvrages, donc les Issho, auxquels fait allusion le Nihon Shoki, pourraient effectivement être ces chroniques et discours. Il se peut aussi que ce soient des ouvrages inexistants, un terme vague qui ne recouvre que les traditions orales, mais que l'on attribue à des histoires rédigées par imitation des sources historiques chinoises.
Quoi qu'il en puisse être, artifice littéraire ou tradition mythologico-historique réellement attestée, nous trouvons dans les chroniques du Japon une variante on ne peut plus intéressante pour notre propos. Dans celle-ci, on ne trouve plus Amano Uzume no Mikoto, mais deux divinités masculines qui déploient des talents, cette fois autres que chorégraphiques, pour faire sortir la déesse du soleil. Il s'agit du dieu Amano Koyane, tout d'abord, qui reçoit mandat des autres dieux pour prononcer une prière. Le Kojiki dit Nomi Mawa. Je prononce à la moderne, Nomi Mosashimeki. Il est précisé que ce dieu est l'ancêtre du clan des Nakatomi, mais donc indirectement donc des Fujiwara, n'est-ce pas? Alors passons sur les préparatifs concrets du dieu. On y retrouve toutes les choses, les paraphernalia, comme on dirait, de la liturgie shinto, n'est-ce pas? L'arbre sakaki, le miroir sacré, le joyau recourbé de 8 pieds, les cordes tressées, les yu, n'est-ce pas, etc. Tout cela réuni, c'est le dieu Futotama no Mikoto, décrit comme l'ancêtre du clan des Imbe, donc les grands concurrents des Nakatomi, les grands rivaux des Nakatomi. Donc c'est le dieu Futotama no Mikoto qui récita, alors le texte du Nihon Shoki dit, il récita une prière d'éloge ample et sincère. Oui, Shiroku Atsuku, alors Tatae Nori, ou bien, enfin, il y a plusieurs façons de le dire, mais Tatae Goto Nomi Maoshiki, n'est-ce pas? Retournons de la lecture, Tatae Goto. Nous avons, dans les différentes variantes proposées auparavant, d'autres mentions de prière, sur lesquelles je ne reviens pas. Mais dans l'épisode qui nous intéresse ici, cette prière, dont il est précisé qu'elle a des qualités particulières, elle est ample, c'est-à-dire qu'elle n'est pas brève, mais développée, c'est-à-dire linguistiquement riche. Elle est aussi ardente ou sincère, donc hiroshi, atsushi. Ces deux adjectifs, ici en forme adverbiale, décrivent un style. Ce sont des termes de critique littéraire, en quelque sorte. Ils sont très importants, car ils expliquent le résultat de cet acte de langage. La déesse du soleil, Hinokami, qui est tapie derrière sa paroi rocheuse, entend cette prière. Et le Nihon Shoki nous rapporte sa réaction, ce qu'elle se dit à elle-même, Noritamawak. Voici ses paroles. Ces derniers temps, donc je vous donne le texte ici en kakikudashi, n'est-ce pas? Je ne vous donne pas le texte en kanbun. Ces derniers temps, donc konogoro, on m'a imploré à plusieurs reprises. Et vous voyez, Shito Sawani Mosedomo. Il faut dire Sawa, n'est-ce pas? Shito Sawani Mosedomo. On m'a imploré à plusieurs reprises, mais jamais encore il n'y a eu de si belles paroles dites. Imada kaku iyukoto, il faut dire iyukoto no utsukushiki wa arazu. Utsukushi. Et le résultat est inéluctable. Elle entr'ouvrit légèrement la porte rocheuse pour regarder. L'acte de curiosité divine, n'est-ce pas? Misonawa Shiki. Et la narration reprend son cours, alors que nous connaissons, la déesse est arrachée à sa caverne et le monde retrouve la lumière. Nous découvrons donc ici un processus tout différent de celui qui est le plus connu de la tradition comme du grand public. Ce qui fait sortir Amaterasu de sa caverne, ce n'est plus le vacarme des dieux qui s'esbaudissent devant la danse lubrique d'Ama no Uzume. On peut se plaire à imaginer l'ambiance. Les dieux sous l'aspect de voyous éméchés qui rient, crient, sifflent comme dans un bouge de bas étage, faiblement éclairé par les torches de fortune. Rien qui puisse présenter les divinités du Japon sur leur meilleur jour, donc, bien que l'on puisse ressentir une certaine sympathie à leur égard. Mais ce n'est pas ce que l'on attend d'une présence divine. Dans cette variante-ci, en revanche, centrée sur l'acte de langue, la dignité divine reprend plus ou moins ses droits. En tout cas, nous voyons la déesse principale du panthéon japonais qui ne cède plus à une curiosité de mauvais aloi, mais se montre sensible à la beauté de la parole. Iyukoto no Utsukushiki. La beauté, exprimée par l'adjectif que l'on retrouve tout au long de l'histoire de la langue japonaise, Utsukushi, et qui est le terme le plus général pour désigner la beauté formelle. Et évidemment, je ne peux m'empêcher de faire référence ici à ce qui a fait l'objet de ma leçon inaugurale, n'est-ce pas, le discours du prix Nobel de Kawabata, qui était intitulé Utsukushi Nihon no Watashi,
et dont j'avais montré que lorsque Kawabata parlait de la beauté du Japon, il s'agissait de la beauté de la langue japonaise. Et vous voyez que nous avons entre disons 720 et 1968 les deux termes utsukushi pour juger la langue. Donc la parole, iyukoto, littéralement les mots que l'on dit, ici encore avec le terme le plus durable de la langue japonaise pour se désigner elle-même, n'est-ce pas, le mot koto que l'on retrouve dans kotoba, donc le mot, l'unité fondamentale de la langue, et dont l'étymologie traditionnelle est les feuilles de parole, kotoba, n'est-ce pas. Bon, là encore, pour vous insister sur l'importance d'un dictionnaire étymologique, le ba n'est certainement pas feuille au début, il faut sans doute le rapprocher du mot hashi, hata, etc., c'est-à-dire l'extrémité, la pointe des mots, disons l'unité ponctuelle, ha, hashi, d'un terme plus général qui est l'acte de parole, qui est le koto. Mais enfin bon, ce sont des suppositions. Donc nous avons ici un jugement divin sur la beauté de la langue des prières. La suite du même passage qui décrit les séquelles de l'épisode nous dit que le dieu Ama no Koyane reçut la charge de la récitation des grandes prières, Futo Norito, c'est le dernier mot Norito ici, n'est-ce pas, les prières, pour les cérémonies de purification, Hadae. Ainsi donc, le jugement de la déesse sur la beauté des paroles de la supplique à elle adressée est à l'origine de l'autre grand genre littéraire ancien du Japon, la prière Norito. Le Norito, la prière liturgique, comme le waka, sont donc d'origine divine, attestés dans les premiers monuments de la mythologie japonaise. Il faut aussi bien sûr prendre comme un abus de langage le terme hito, n'est-ce pas? Lorsqu'il dit hito sawani mosedomo, lorsque la déesse dit hito sawani mosedomo, il est clair que d'après tout le contexte, qu'il n'y a eu que des dieux pour énoncer les prières. Hito est à prendre littéralement comme en français l'on, n'est-ce pas, le on qui vient de homme. Des dieux prient d'autres dieux. Et leur acte langagier constitue un modèle pour l'humanité qui apparaîtra plus tard. Pour les waka comme pour les norito, il s'agit de créations divines antérieures à l'apparition de l'humanité à proprement parler. Les deux genres partagent en outre, en plus de leur incontestable origine divine, un point commun tout aussi manifeste, une contrainte littéraire majeure, que vous connaissez bien sûr, l'interdiction d'y utiliser tout vocabulaire sino-japonais, et donc l'obligation de n'avoir recours qu'au lexique purement japonais, au Yamato Kotoba. C'est tout à fait logique du point de vue de la raison mythologique. La Chine n'existe pas encore, ou elle existe dans une autre dimension mythique qui n'est pas celle de la fable japonaise. Le plus ancien corpus de Norito, contenu dans le Engishiki, n'est-ce pas, que je vous donne ici, de 927, a servi de modèle à toutes les compositions postérieures, y compris à l'époque moderne. Et on y retrouve un vocabulaire et un phrasé archaïque ou archaïsant, tout à fait en accord avec ce que nous a transmis le Nihon Shoki. Le terme même de Norito est lié au langage. Les étymologies les plus plausibles l'analysent en Norito Goto, donc Nori et Koto, deux mots qui se trouvent par ailleurs dans l'épisode que nous venons de voir. Le verbe noru, c'est celui utilisé pour rapporter les pensées d'Amaterasu, n'est-ce pas, Noritamaite. Donc ce verbe noru, qui signifie dire, proclamer, en parlant d'un supérieur, et qui est évidemment relié au terme nori, que nous connaissons bien par nos poèmes, puisque c'est la traduction japonaise du mot sanskrit dharma, et le chinois fa, prononcé ho en japonais. Donc c'est l'aboutissement, la reprise, la bouddhisation d'un terme très ancien propre aux divinités à l'origine. Et le to de Norito serait l'abréviation de koto, donc de kotoba. Le Norito serait donc une parole de proclamation qui n'est jamais une prière personnelle, mais une déclaration solennelle lue à l'occasion d'une cérémonie shinto. Il est intéressant d'ailleurs de rappeler que les liturgistes donc, du shinto font grand cas de la correction de la prononciation du Norito, n'est-ce pas? Ce qui rappelle un peu le fait que ce qui a ému la déesse, c'est le caractère particulier de la récitation Hiroku Atsuku. Nous voyons donc qu'une variante moins connue, mais tout aussi vénérable dans son attestation littéraire du célèbre mythe japonais de la caverne, est directement liée à la conscience de la langue japonaise
comme expression particulière propre à émouvoir les dieux eux-mêmes. C'est en réalité leur propre langue, la langue des dieux. Il est normal qu'elle ait prise sur leurs émotions, mais le jugement esthétique qui est émis par la déesse du soleil lui confère une qualité supplémentaire, la beauté. Nous ne reviendrons pas ici sur la célèbre préface japonaise du Kokin Wakashu de Kinotsuda Yuki, n'est-ce pas, de 905, nous l'avons déjà plusieurs fois mentionné dans les cours précédentes, mais n'oublions pas que la poésie japonaise y était décrite dans cette préface comme capable de remuer le ciel et la terre, n'est-ce pas? Donc c'est Amatsuchi, et inspirer la pitié aux démons et aux dieux, Oni Kami. Les commentateurs japonais comprennent généralement ciel et terre comme signifiant justement les dieux du ciel et les dieux de la terre, Amatsukami et Kunitsukami. Il est alors loisible de considérer que cet épisode est l'une des sources, reprises par le Kokinshu, où se démontre l'action de la langue sur les dieux eux-mêmes. On pourrait voir dans cet adjectif Utsukushi l'équivalent de ce que dit le Dieu de la Bible dans sa création, et Dieu vit que cela était bon. Ici, c'est Amaterasu voit que cela est beau. Ce préambule était donc utile pour nous rappeler ce que nous ne serions appelés autrement qu'un fait, et qui n'est nullement une prise de position. Depuis les tout débuts de l'histoire japonaise, est attestée une conscience très claire d'un statut unique de la langue japonaise en tant que langue des dieux, avant même que d'être celle de la maison impériale et du peuple japonais. Il est toujours délicat d'émettre péremptoirement des jugements généraux qui pourraient être un jour ou l'autre infirmés, mais jusqu'à preuve du contraire, je ne trouve nulle part dans la sphère culturelle du chinois classique, n'est-ce pas, Kambun Bunkaken, d'exemple d'une langue secondaire par rapport au chinois, comme le sont donc le japonais, le coréen, le vietnamien, qui soit aussi clairement posé comme d'origine divine. Ce statut principiel de la langue, nous ne saurions dire s'il est déjà une réponse aux défis posés par les langues continentales. Ça se peut. Non seulement le chinois, comme l'idée qui nous en viendrait à première vue, n'est-ce pas, mais aussi les langues de la péninsule coréenne. Nous savons en effet à présent, grâce aux travaux du grand linguiste Alexander Vovin, qui enseigne maintenant à Paris, n'est-ce pas, que je vous encourage à aller écouter, qu'une grande partie des rencontres de vocabulaire entre le coréen et le japonais, que l'on avait souvent utilisées pour démontrer une parenté génétique des deux langues, donc une grande partie de ces rencontres de vocabulaire dans le vocabulaire fondamental peuvent être analysées comme des emprunts du japonais aux diverses langues coréennes. Le japonais, comme langue empruntant, se trouvait donc en état de secondarité aussi face au coréen à une certaine époque. Et ces éléments du mythe pourraient constituer une réponse à cette situation de secondarité. Mais là, nous sommes dans le mythe d'avant le mythe, alors je n'insiste pas. Donc c'était un premier préambule. Mais avant que d'aborder le texte de cette année, qui nous fera découvrir un nouvel aspect de cette philologie japonaise telle que nous essayons ici de la cerner, il m'en faut présenter très rapidement, dans cette dernière partie du cours, un passage qui expliquera mon choix. Il est tiré du 5e livre du livre qui nous intéresse, n'est-ce pas, le Senjusho, les extraits d'un florilège, je reviendrai sur ce titre, qui va nous occuper dans les prochaines leçons. C'est sans doute l'épisode qui en est le plus connu, et l'on comprendra vite pourquoi. Mais c'est aussi un épisode qui n'a pas été compris en sa profondeur par les commentateurs qui s'y sont attaqués, et dont il me semble que l'enseignement est à chercher ailleurs que dans ce que l'on a essayé d'y voir. L'explication que nous en donnerons ici fera comprendre pourquoi nous en faisons l'emblème du cours de cette année. Donc c'est un excursus que je vous propose maintenant. N'insistons pas pour l'instant sur la composition du Senjusho, dont le titre lui-même est déjà fort délicat à traduire. Vous en avez une tentative ici. Retenons qu'il date, selon toute probabilité, du XIIIe siècle, de l'époque de Kamakura donc, mais qu'il se présente comme une série d'épisodes anecdotiques au nombre de 120 environ, concernant la vie de l'un des plus grands poètes de l'époque de Heian, Saigyo, 1118-1190. Entré en religion en 1140 alors qu'il avait 22 ans, il mena dès lors une vie d'errance partagée entre l'érémitisme et la composition poétique. Mais il était ermite à la mode des lettrés cachés de Chine et du Japon, les inja, n'est-ce pas, ou inshi, c'est-à-dire qu'il ne fuyait pas la compagnie des hommes, mais choisissait ses interlocuteurs. On se souviendra, encore une fois, que dans le discours du prix Nobel de Kawabata,
décidément source inépuisable de références, Kikai, le disciple du grand moine Myoé, relate le dialogue que son maître eut, encore tout jeune, puisque Myoé est né en 1173 et est mort en 1232, et Saigyo est mort en 1190, donc l'entrevue avait lieu lorsque Saigyo avait 17-18 ans, et Kikai aurait eu à l'époque 12 ans, n'est-ce pas? Donc, et bon, il s'en souvenait malgré tout. Celui-ci, donc, Saigyo révèle à l'adolescent que les objets phénoménaux qui sont le thème de ses poèmes, les fleurs, la lune, etc., sont en réalité vides. Ce sont des notions vides, komo, et que ces œuvres sont en fait des paroles de vérité, des shingon, des mantras. Et en définitive, finit-il par révéler, il ne s'agit, toute sa création poétique n'est que l'aspect véritable de l'ainsi venu, Nyorai no shin no shintai no gyotai nari. Dans cette entrevue, le poète moine, n'est-ce pas, certes, mais avant tout poète, Saigyo, et qui parle de son œuvre, dévoile au jeune homme l'ultime vérité de la poésie. La poésie n'est autre que la forme véritable de l'ainsi venu Nyorai, qui est Dainichi. Nous retrouvons dans l'épisode que nous présentons ici cette idée de la révélation poétique, mais nous allons voir sous quel aspect. L'histoire qui nous intéresse se trouve à la fin du livre 5, c'est-à-dire grosso modo au milieu de l'ouvrage, puisqu'il en comporte 9. C'est la 48e des 120 histoires que comptent la plupart des éditions. Elle porte des titres variés, mais tous de même teneur. Ici, donc, c'est Ningyo tsukuru koto ou Ningyo tsukuru no koto, Koya-san ni oite Ningyo tsukuru koto. Je vous donne ici l'une des. Je vous présenterai, je ferai une liste des éditions des éditions les plus accessibles pour la prochaine fois. Donc, elle porte des titres variés selon les éditions, mais signifie toutes revenant à peu près au même. Saigyo confectionne une figure humaine, Ningyo, ici, vous voyez, au mont Koya. Remarquez que le kyo, le gyo, c'est le même mot que gyo de gyotai qu'employait Saigyo tout à l'heure, dans l'extrait précédent. Le terme utilisé peut être tout simplement hito au lieu de ningyo, et même aussi kotsunin, hone no hito, n'est-ce pas, un homme fait d'ossements. C'est sans doute ce dernier mot qui décrit le mieux cette espèce de Frankenstein ou de golem accommodé à la japonaise, comme nous allons le voir. L'histoire a pour cadre le mont Koya, le célèbre mont. Alors, je vous inviterai à suivre, nous ne faisons pas un cours de langue, donc je vais simplement reprendre quelques termes tout au long de ceux qui connaissent le japonais pourront suivre ceci, et le reste, je vous donne la traduction, donc vous n'avez pas à connaître le japonais. Donc l'histoire a pour cadre le mont Koya, la célèbre montagne, montagne c'est bien exagéré, n'est-ce pas, parce que c'est quelque chose autour de 800 mètres au-dessus du niveau de la mer, dont Kukai avait fait son lieu de pratique dès 816, n'est-ce pas, et où il s'est rendu en alternance avec le Toji, donc le grand monastère de Kyoto, de Heiankyo de l'époque, et dont il était aussi le responsable, puisque les deux lieux saints, ce qui va devenir des lieux saints, lui ont été confiés par l'empereur Saga. Ce n'est que l'un des nombreux hauts lieux religieux auxquels se rend Saigyo pour méditer et composer. Mais ce qu'il va y faire est peu banal. Alors, il y a un petit problème littéraire, nous reviendrons là-dessus, c'est qu'il vaudrait mieux traduire ces histoires à la première personne du singulier, n'est-ce pas ? Vous allez voir que je vais alterner pour les besoins de la narration entre je et il, mais n'oubliez pas que ces histoires sont censées être de la bouche même, enfin de la plume même, du pinceau même de Saigyo. Donc il faudrait traduire par je, mais pour l'instant je vais le mettre à la troisième personne. Donc vers la même époque, nous dit le conte, alors qu'il demeurait au profond du Koya, donc au profond de la montagne du Koya-san, dans la grande, ce grand temple, ce grand lieu sacré de la province de Wakayama, il allait, les nuits de pleine lune, contempler le paysage en compagnie d'un saint homme, Hijiri, de ses amis, qu'il rencontrait sur un pont.
On sait en effet que la composition poétique se fait de préférence en compagnie. Quant à la lune, c'est la pleine lune, et elle seule qui est digne d'être objet de poésie, comme le rappelait Jacqueline Pigeot, n'est-ce pas? Mais le poète joue de malchance, n'est-ce pas? Le poète joue de malchance, et le saint homme, Hijiri, l'ayant prévenu qu'il avait affaire à la capitale, Kyo ni nasubeki waza no haberi tote, donc il avait affaire à la capitale, l'abandonna sans plus de façon pour partir en voyage. On voit ici qu'il convient de prendre avec un grain de sel le concept de vie érémitique, puisque le saint homme est appelé à la capitale, probablement, comme le suggère même son titre de Hijiri, pour exécuter un exorcisme ou un rituel de guérison. Et Saigyo est bien sûr fort embarrassé. Il eût bien voulu d'un compagnon, autant que lui dégoûté de ce monde sinistre, mais qui sut discerner l'émotion qu'il y a dans les fleurs sous la lune. N'est-ce pas? Vous voyez, le terme, c'est Nasake o Wakimaeru, n'est-ce pas? Voilà, Nasake o Wakimaeru, donc vous voyez qu'il y a une sorte de l'émotion est à la fois dans les plantes et dans le poète. C'est quelque chose qui n'est pas sans rapport avec la suite. Pourquoi j'attire votre attention sur ce détail. C'est dans ce dilemme d'ermite assez mondain que lui vient une idée. Brusquement, c'est Omowazadu Hokani, n'est-ce pas? C'est une locution qui se retrouve de temps en temps et qui veut dire, donc, à sa surprise, enfin, sans qu'il s'y attende, il lui revint que quelqu'un digne de foi lui avait narré, sans entrer dans les détails, Odo Odo, une précision qui va avoir aussi son importance, comment un démon, Oni, avait fabriqué un homme en rassemblant des ossements humains. Ami Tsuranu, n'est-ce pas? Ami, c'est vraiment confectionné comme avec de l'osier. Ça peut dire aussi rédiger un livre, n'est-ce pas? Il y a eu un film récemment très intéressant sur la composition d'un dictionnaire qui s'appelait Funeo Amu, la construction d'un bateau. C'est le même mot ici. Nous ne savons malheureusement pas à quoi se réfère cette tradition. Il se peut que ce soit aux expériences expliquées un peu plus loin dans le texte. Toujours est-il que Saigyo décide de la mettre en pratique. Procédant de même, alors là je le mets à la première personne, puisque ça, je me rendis dans une vaste lande, Hirokino, et joignis ensemble des os pour le confectionner, cet homme. Là, quelque chose n'a pas marché dans son assemblage. Toutefois, s'il avait bien une apparence humaine, c'est Hito no Sugata, Niwa ni haberi shikadomo, n'est-ce pas? S'il avait bien l'apparence humaine, il avait fort mauvaise mine et était entièrement privé de conscience, kokoro. Il avait certes une voix, mais ce n'était que le crissement d'instruments à cordes. N'oublions pas que Saigyo voulait se fabriquer un compagnon pour échanger des poèmes, mais il découvre qu'il lui manque l'essentiel. Assurément, dit le texte, c'est parce qu'il a un cœur, kokoro, que l'homme peut de façon ou d'autre utiliser sa voix. Quand bien même j'eusse trouvé un devisement, hakari, je prends une variante dans un autre texte, pour donc devisement, je traduis par ce vieux mot médiéval, hakari, n'est-ce pas? Quand bien même j'eusse trouvé un devisement qui lui permit la parole, ce n'aurait été qu'une flûte dont on ne peut jouer. Chacun peut voir à quel point ce passage est important. L'assemblage des os habilement fait peut mener à un semblant d'être humain, mais il manque l'élément primordial, la composante mentale. Tout être conscient, shujo en japonais, est composé de deux éléments, le psychophysiologique, le physique, donc c'est le psychophysiologique, donc le physique et le mental. Shikishin ou shinjin, n'est-ce pas? Shiki c'est ido, shin c'est mi, shiki c'est ido et shin c'est kokoro. Ou bien shinjin, le premier shin c'est mi et le second shin c'est kokoro. Donc ce composé et le dernier terme de kokoro regroupe toutes les fonctions psychologiques qui est. Alors je vous passe l'histoire très longue de ce mot, j'en ai traité par ailleurs, je ne reviens pas ici dessus. Il ne devrait plus être nécessaire de revenir aujourd'hui à la 5e année de notre enquête sur le lien entre le cœur, la poésie et la langue japonaise. Nous avons vu lors des années consacrées aux idées de Kukai sur le langage que ce lien est fondé doctrinalement sur un vaste plan universel dont tous les niveaux, Jikkai,
les 10 niveaux, sont pourvus de leur langage propre, mais que ceux-ci sont en définitive les variétés phénoménales des lettres germes, n'est-ce pas, des shuji, tane no moji, directement issues de l'ainsi venu en corps de loi, hokkai, nyorai. Hoshin no nyorai, n'est-ce pas? Pas de cœur, donc pas de langage, ni de capacité poétique non plus. Donnons ici, malgré tout, le cas de conscience qui se pose au poète. Je le fais très rapidement parce que ça n'intervient pas, mais encore que... voici le cas de conscience. Que faire à présent? Le détruire, cette espèce de moncule, comme on disait dans la littérature alchimique, n'est-ce pas? Le détruire eût été commettre un meurtre, setsugo. On pouvait penser que, privé qu'il était de conscience, il était semblable à une herbe ou à un arbre, somoku, n'est-ce pas, kusagi, mais il avait aspect humain. Mieux valait, pensais-je, ne point le détruire, et je le laissais au profond du koya, en un endroit où nul ne passait. Si d'aventure quelqu'un venait à le voir, de terreur, il penserait voir un spectre. Vous voyez que ce n'est pas très courageux comme solution, mais donc il l'abandonne à son sort. Nous ne nous interrogerons pas sur le problème moral posé ici avec légèreté, mais qui serait effectivement grave si l'affaire n'était pas imaginaire. Voyons plutôt la suite du texte qui va nous amener au cœur de notre questionnement, puisque nous allons découvrir un lien direct, méconnu jusqu'à présent, entre la confection d'un être humain et la manipulation du langage. Saigyo est troublé par son expérience. L'affaire l'a laissé perplexe. Konokoto Fushin ni oboete, ou bien Fushigi selon les textes. À l'occasion d'un voyage qu'il doit faire à Kyoto, il se rend auprès de l'ex-conseiller médian de Fushimi, que vous avez ici. Voilà, nous avons la dernière ligne de cette page, n'est-ce pas? Fushimi no Saki no Chunagon Moronaka no Kei no Onmoto ni Mairite, n'est-ce pas? Donc, quelqu'un qui était l'un de ses mentors, ses protecteurs, pour s'entretenir avec lui de cette question. Celui-ci, lui ayant demandé comment il a procédé, voici la suite, Nanto shikeruzo to oserare shitoki, Saigyo lui répond par un exposé détaillé, unique dans la littérature japonaise. Sonokoto ni haberi. Telle est l'affaire. Étant sorti sur la lande, dans un endroit vu de personne, je vous invite à suivre, n'est-ce pas, j'ai rassemblé des ossements de mort. J'ai disposé ensemble, sans erreur, tagaede, les os de la tête aux membres. Je les ai badigeonnés du médicament dit arsenic. Après avoir malaxé ensemble des feuilles de fraisier et de hakobe, j'ai suspendu les os à des fils de jeunes feuilles de glycine et les ai à plusieurs reprises lavés à l'eau. Sur ce qui serait la tête, kashiratote, koobetote, là où devaient pousser les cheveux, j'ai mis des feuilles de saikai et d'hibiscus réduits en cendres. Mukuge. J'ai étendu une natte sur le sol, y ai couché le squelette, que j'ai laissé reposer 2 fois 7 jours, 2 semaines donc, en prenant soin que le vent n'y passe à point. Après quoi, je me suis rendu au même endroit et, brûlant de l'aloès et de l'encens, je me suis livré au rite secret, Shijutsu, n'est-ce pas, du Hangon no Shijutsu, donc du rappel de l'âme, un vieux terme chinois. La recette est précise. Hiso pour l'arsenic, Ichigo, les fraises, Hakobe, le Hakobe donc, qui est la Stellaria neglecta, n'est-ce pas? Fuji, la glycine, Saikai, Saikaishi, n'est-ce pas? Sur laquelle nous allons revenir, et Mukuge pour les ingrédients. Donc. Puis quelques manipulations et enfin un rituel secret. La réponse du mentor est importante. Il approuve l'ensemble du procédé. C'est à peu près cela, dit-il. O kata shikanari. Donc il approuve la nomenclature, la liste des ingrédients. Mais le hic, comme il va expliquer après, c'est que le rituel secret du retour de l'âme, Hangon no Shijutsu, n'est pas duré assez longtemps. Et il ne faut pas brûler de l'encens, car l'encens il a pour vertu d'éloigner les affinités démoniaques et de réunir les saintes multitudes, shoju,
c'est-à-dire donc toutes les bonnes entités de bien, toutes les entités de bien qui pourraient venir. L'encens donc est positif. Or, nous avons un rituel presque satanique, n'est-ce pas? Et comme ces saintes multitudes ont en profonde aversion le cycle des naissances et des morts, il sera d'autant plus difficile pour une conscience, kokoro, de surgir, izuru, n'est-ce pas? Ou bien, selon certaines variantes, okoro. Donc, avec de l'encens, vous faites fuir les âmes en peine, en quelque sorte. Et donc, il n'y a pas de kokoro qui puisse venir s'installer dans le corps. Vous voyez qu'on est très loin du rituel du Hangong chinois, qui est le rappel de l'âme du mort. Ici, c'est faire venir une entité mentale qui va s'installer dans le corps. Il ajoute, le conseiller Monadaka, ajoute qu'il convient de jeûner pendant 7 jours pour le rite du retour de l'âme. Chacun admettra facilement que le passage est d'importance. Ce n'est pas tous les jours que l'on trouve des indications aussi précises pour la fabrication d'un homunculus. Insistons sur le fait que le mentor de Saigyo ait approuvé la recette, je le répète, Okata Shikanari. Tous les commentateurs se sont donc penchés avec intérêt sur la liste de Saigyo et ont rivalisé d'érudition pour définir leur rôle dans la pharmacopée et la médecine chinoise traditionnelle. Inutile de dire qu'on n'a pas trouvé de recette à laquelle Saigyo se serait rattaché. On n'a pas trouvé de recette regroupant tous ces ingrédients. Lorsqu'on les a commentés, on a été chercher dans différentes sommes médicales les ingrédients isolés. Or, personne ne s'est aperçu d'un fait tout simple, simple au point d'en être aveuglant, un peu comme dans la lettre volée d'Edgar Poe. Nous avons en effet l'évidence devant les yeux, mais elle est justement si évidente que nous ne pouvons la voir. En réalité, les ingrédients énumérés par Saigyo, le poète, n'ont qu'un rapport superficiel avec la pharmacopée. Leur vrai sens n'est pas là. Il s'agit tout bonnement d'une série de jeux de mots. Hiso, l'arsenic, est homophone d'un terme signifiant la peau, kawa no so. Je vais peut-être vous l'écrire ici, puisque je n'ai pas eu le temps de la... Un terme bien attesté dans le bouddhisme, justement, puisqu'il désigne la marque, n'est-ce pas, l'akshana, n'est-ce pas, en sanskrit, que constitue la peau dans la physiologie bouddhique. Le fraisier ichigo est homophone d'un terme bouddhique qui désigne la durée d'une vie humaine. Là aussi, vous le reconnaissez, c'est le ichigo de Ichigo Ichie, n'est-ce pas? Donc, tandis que Hakobe, la stellaria neglecta, est l'impératif du verbe hakobu, bon, qui s'écrit avec un, n'est-ce pas, de umme. Donc hakobu qui veut dire mener ou bien progresser dans la vie ou dans sa destinée. Nous avons donc Ichigo Hakobe mène ta vie à son terme, qui est donc l'ordre adressé au cadavre de se mettre à vivre. On peut voir dans cette locution la simple transposition même du composé umme, la destinée, le destin. Les jeunes feuilles de glycine, nous avons, selon les textes, nous avons Fuji no Wakaba ou bien Fuji no Wakabae. Elles se prêtent aussi au jeu de l'homophonie, double même, parce que nous avons Fuji, vous savez bien que la sonorisation dans le japonais classique, dans la poésie, ne compte pas. Donc vous avez Fuji, Fushi, n'est-ce pas? Donc vous avez le jeu de mots avec immortalité, Fushi, mais aussi avec le setsu, n'est-ce pas? Le caractère setsu qui veut dire les membres, les articulations. Donc le Fushi, l'immortalité, et surtout Fushi, et quand vous lisez Fushi no Wakabae, c'est le rajeunissement des articulations, le rajeunissement des membres, le retour, la floraison en quelque sorte. Donc vous avez, c'est tout à fait, encore une fois, évocateur. Pour Saikai, la Gleditsia japonica
Saikai ou Saikachi aussi, selon le même principe, n'est autre que l'homophone de Saikai Futatabi Shiraku, la réouverture, comme la réouverture des yeux. Il en va de même pour Mukuge. Alors, Mukuge est encore plus évident. C'est incroyable qu'on ne l'ait pas vu, n'est-ce pas? Puisque Mukuge, qui veut dire que l'on traduit par l'hibiscus syriacus, l'altea frutex, la guimauve arborescente ou le ketmi de Syrie. Mais tout le monde connaît le Mukuge japonais et coréen aussi, puisque c'est le plus important en Corée. Donc, or, le Mukuge est une lecture, désigne cette plante, mais aussi il est la lecture japonaise, le kundoku, de deux caractères, soit le caractère bo dans bomo, ou bien le caractère ze, n'est-ce pas, enfin, ze ou se, qui se traduisent tous les deux par mukuge, avec des sens assez différents, mais qui appartiennent tous au même registre sémantique. C'est-à-dire le premier, le sens de le pelage touffu, un pelage touffu, donc, ou bien le duvet pour le second, le tendre duvet, n'est-ce pas, pour le second. Donc, ça convient tout à fait pour des cheveux. Vous voyez, là c'est vraiment la clé, c'est la clé de toute la comparaison. Le mukuge n'a rien à voir avec la plante, mais ce sont évidemment les cheveux. Il met des cheveux sur les cheveux. Il n'est pas étonnant que cette nomenclature reçoive l'approbation du mentor, puisqu'elle n'a rien à voir avec une complexe et obscure alchimie taoïste qu'elle parodie en réalité. Saigyo est un poète, un maître du langage, et il n'a tout compte fait rien fait d'autre que de confectionner son golem avec de simples mots. Sa liste d'ingrédients est une accumulation de calembours tout rabelaisiens et n'a aucune valeur empirique. Nous sommes bien ici dans l'empire de la parole. Mais pourquoi le mentor, l'honorable Moronaka, est-il si sûr de son fait qu'il puisse donner à Saigyo des instructions définitives sur la fabrication d'un homme? C'est que lui-même s'était autrefois lancé dans cette aventure sulfureuse, et avec succès. Il était bien... voilà, c'est la dernière partie, n'est-ce pas? Il était bel et bien parvenu lui-même à fabriquer un homme, mais sa créature avait à présent rang de cour, keisho. Et s'il venait à divulguer son identité, le fabricant, comme le fabriqué, se dissoudrait, s'évaporerait aussitôt. Toke ou senureba. Il y a certainement un zeste d'humour noir dans cette allusion à un zombie à la cour impériale. Mais l'important est qu'une personnalité politique aussi considérable que le conseiller impérial vienne sanctionner la démarche du poète. Il fut lui-même un pratiquant expert en ce domaine, qui était malgré tout considéré comme étant aux extrêmes limites du licite, ainsi que le rappelle la fin de l'épisode en évoquant ce qui arriva à un aïeul de Moronaka, le ministre de la droite de Tsuchimikado, Tsuchimikado Udaijin, Minamoto no Morofusa, de la fin du XIe siècle. Alors qu'il s'était livré à cette fabrication, un vieillard lui apparut en rêve qui se présenta comme le superviseur de l'ensemble des morts, Issai no Shinin o Ryoseru Mono, et lui reprocha d'avoir osé prendre ses ossements sans lui en référer. Le dignitaire, craignant pour le salut de ses descendants, brûla le journal dans lequel il avait consigné ses expériences, estimant que cela ne servait vraiment à rien. Itodo Yoshi Nashi. C'est aussi la conclusion du récit que donne le pseudo-Saigyo. Elle est là, n'est-ce pas? À entendre tout cela, on comprend qu'il s'agit de pratiques stériles, muyaku no waza. To oboe haberi. J'ai compris qu'il s'agit de pratiques stériles. Il convient de bien s'en persuader. Le ton général de cet épisode est donc fort négatif, comme le rappellent les expressions finales yoshinashi et muyaku. C'est la description d'une... Je ne parle pas des 2-3 dernières lignes, j'y reviendrai peut-être la prochaine fois. C'est la description d'une aventure où le poète, en quelque sorte, pêche contre l'esprit même de la poésie. Dans le désir bien compréhensible d'avoir un compagnon pour une soirée de poésie, il s'engage dans une pratique que l'on pourrait taxer de nécromancie. Elle échoue lamentablement parce que le but ultime de l'expérience était de susciter un être pourvu de la vertu suprême pour le poète, un être doué de langage. Or, le produit achevé est peut-être vivant, mais c'est une créature désaccordée
car il lui manque la conscience qui est la source du langage. On n'en finirait pas de discuter ici de la pertinence ou non de l'accusation d'attenter à la vie, Setsugo, à laquelle s'exposerait celui qui supprimerait une telle créature, dont il est bien dit qu'elle est semblable aux plantes, malgré son aspect humain. Mais ce raisonnement donc, de la plante, à l'époque où il est consigné par écrit, est on ne peut plus spécieux, car si, en quelques mots, Somoku, Shin, Kusagi et Kokoro, est bien posé un problème fondamental du bouddhisme, les poètes de la fin de l'époque de Heian et de l'époque de Genshin même, c'est-à-dire le Xe siècle, l'avaient résolu dans le sens le plus universel. Les plantes étaient pourvues de la conscience et étaient susceptibles de devenir Bouddha. Donc il y a, ici vous voyez, il y a encore plusieurs degrés de compréhension dans cette réflexion. Mais la vraie question, l'intérêt fondamental de cet épisode, on l'aura bien compris, est ailleurs. Il réside dans le rôle fondamental du langage, encrypté, scellé dans une série de calembours que les commentateurs n'avaient pas décelés. Saigyo est poète, et c'est avec des mots qu'il a confectionné son homoncule. Qui plus est, le procédé a réussi dans une certaine mesure. Son maniement des mots en tant que poète a bien mené à la constitution d'une créature. Mais suprême paradoxe, bien que munie de voix, elle n'est capable que de crissements incohérents. Il a réussi en tant que poète, mais échoué en tant que thaumaturge. Son rituel secret n'a pas été correctement mené, comme le lui a fait remarquer Moronaka. À chacun son métier. Nous voyons donc, une fois décrypté de façon correcte, un épisode dont le vrai sens était resté caché, que cet épisode est au cœur de la relation entre poème, langage et réalité de l'éveil. Ce qui avait pu passer pour une incartade nécromancienne de Saigyo était en fait son activité poétique menée à son paroxysme. On aura compris, je l'espère, pourquoi ce recueil narratif apocryphe a attiré notre attention au point d'en faire la matière des leçons de cette année. Cet épisode, tout à fait symbolique, donne une idée de sa richesse. Et je le répète, il est d'autant plus symbolique que le vrai sens en était passé inaperçu jusqu'à maintenant. Et nous allons essayer de trouver dans la suite du cours les différentes relations entre ces niveaux de langue. Nous sommes loin d'avoir épuisé cette richesse, donc. Et en particulier, certains se sont peut-être posé cette question dès aujourd'hui, demeure une question. À qui remonte donc l'enseignement secret mis en application par Moronaka? Comme le disent les romans chinois, écoutez le prochain épisode pour le savoir. Ce sera la semaine prochaine. Avant de finir, je voudrais vous dire que, comme vous avez vu, cette année, il n'y aura pas de séminaire en tant que tel après le cours, puisque le séminaire est remplacé par un colloque qui se tiendra les 8 et 9 juin sur ce que j'appelle la hiéroglossie, n'est-ce pas, les langues dans leur hiérarchisation, les contacts entre les langues dans leur aspect religieux et hiérarchisé. En revanche, mon séminaire de l'École pratique des hautes études portera sur la lecture continue du Senjusho. Il se déroule le mercredi de 4h à 6h au site Cardinal Lemoine du Collège de France, donc c'est au 52 rue Cardinal Lemoine, c'est tout près du 6, à 5 minutes. Et il a lieu dans la salle numéro 2, qui est au rez-de-chaussée. Donc alors, ceux qui veulent venir seront les très bienvenus. Il a déjà commencé depuis quelques temps, mais bien sûr, vous pouvez le prendre quand vous voulez. Donc, je vous dis donc, donne rendez-vous à la semaine prochaine et éventuellement mercredi, c'est-à-dire à partir de demain, pour ceux qui veulent lire directement les textes. Voilà, je vous remercie et à la semaine prochaine.